Bonsoir, chers internautes. Nous vous remercions de votre fidélité à la chaîne Marketing TV. Nous nous retrouvons une fois pour débattre sur un autre thème de droit. Cette fois-ci, notre thème porte sur le droit de la concurrence. Alors, il s'agit plus précisément de débattre aujourd'hui sur les pratiques qui sont interdites en droit de la concurrence. D'abord, nous allons, comme il est de coutume, d'essayer d'abord de cerner les notions, de voir d'abord l'objet du droit de la concurrence s'intéresse à qui exactement, quelles sont ces pratiques qui sont interdites, mais lorsque également il y a des gens qui ne respectent pas ces pratiques qui sont prohibées, quelles sont les sanctions qui sont prévues par le droit. Donc le droit de la concurrence, c'est une discipline qui réglemente, qui vise donc à réglementer donc les activités menées par les opérateurs économiques dans un marché. Alors, pourquoi interdire des pratiques dans le cadre donc d'un marché? Parce que nous allons voir que il y a un principe qui régit la concurrence, c'est le principe, c'est le libre jeu, qui signifie que chaque acteur est libre d'entrer, d'intégrer au marché, de mener l'activité qu'il souhaite, de fixer les prix comme il l'entend, sans être entravé par quelqu'un d'autre. Alors, la concurrence, quand elle a lieu, elle est utile. Elle est avant parce que quand plus il y a une concurrence, plus donc le consommateur sont satisfaits. Parce que le consommateur, il aura la possibilité de faire des choix, de possibilité également d'avoir l'équivalent, etc. Donc la concurrence, elle n'est pas interdite, plutôt elle est encouragée. Mais faudrait-il également respecter les règles qui sont fixées? Alors nous allons voir ici les États ont fixé un certain nombre donc de règles qui réglementent donc cette compétition entre les acteurs économiques. Nous allons voir dans le cadre maintenant de la liberté de concurrence. Si on n'encadre pas cette liberté, alors les plus forts, sinon les plus grandes entreprises, vont essayer de noyer les petites entreprises. Voyez-vous donc, la liberté de concurrence en France date de très longtemps. C'est à partir du décret nommé décret d'Allard des 14 et 17 mars 1791 qui pose le principe de la liberté de commerce et d'industrie, qui a été repris par la plupart des pays africains, surtout des pays francophones, dont le Sénégal. Alors, donc ici, nous allons voir, donc dans le cadre maintenant du droit applicable, ici, c'est que c'est à deux niveaux qu'il faut donc l'identifier. Il y a d'abord un droit national de la concurrence et il y a un droit communautaire de la concurrence. Donc nous allons voir, il y a une relation étroite, une relation nette maintenant qui existe entre le droit communautaire de la concurrence et le droit national de la concurrence. Parce qu'il ne doit pas y avoir une contradiction entre le droit communautaire qui s'applique au Sénégal et le droit national également. Donc il y a une harmonisation. Et nous allons voir même, dans le cadre même des autorités administratives qui contrôlent
donc cette liberté de concurrence, il y a une relation parfaite à travers la directive de 2002 sur la coopération entre la commission de concurrence de l'UEMOA et les structures nationales de concurrence. Alors, donc, voyez donc ici, pour ce qui est par exemple du Sénégal, le droit de la concurrence au Sénégal trouve son origine dans une loi de 1967 sur les prix et les infractions à la législation économique. Cette loi a été remplacée par une autre loi, c'est celle du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique. Mais cette loi, il faut le repréciser, elle n'est pas en contradiction avec le droit communautaire de l'UEMOA. Alors, qu'est-ce que cette loi de 1994 a comme objectif? Par exemple, au niveau donc, de l'entrée en guise d'introduction, cette loi vise donc à définir les dispositions régissant la libre concurrence, la liberté des prix et les obligations mises à la charge des producteurs, commerçants, prestataires de services et tout autre intermédiaire, étant donc à prévenir toute pratique anticoncurrentielle, à assurer la loyauté et la régularité des transactions et notamment la transparence des prix, la lutte contre les prix restrictifs et la hausse des prix. Alors, donc, cette loi ici pose déjà le cadre général sur ce que la loi a fixé donc son champ d'application. Nous allons voir donc parmi maintenant les pratiques qui sont interdites. Il y en a qu'on dénomme par exemple les pratiques anticoncurrentielles, comme les ententes illicites, l'abus de position dominante et de dépendance économique, les aides de l'État. Mais d'autres pratiques sont considérées comme étant constitutives de concurrence déloyale lorsqu'ils ne respectent pas la morale commerciale. Il en est ainsi de la désorganisation, le parasitisme, etc. Nous allons revenir sur ces aspects-là. Mais il faut voir, dans le cadre donc, communautaire ici, l'organisation, par exemple, le Sénégal est membre de plusieurs organisations communautaires, la CEDEAO, l'UEMOA, l'OADA, etc. Mais pour ce qui est du droit de la concurrence, l'essentiel des dispositions qui régissent cette discipline émanent donc de l'UEMOA. Ce qui fait que donc, pour ne pas dire que c'est un domaine exclusivement réservé à l'UEMOA, mais l'UEMOA, pratiquement l'essentiel des dispositions qui régissent donc le droit de la concurrence dans l'Afrique de l'Est, donc émanent donc de cette organisation de l'UEMOA. Donc il y a beaucoup donc de textes, de règlements, de directives qui essaient donc de réglementer. Il y en a certains qui s'intéressent aux pratiques anticoncurrentielles et les ententes, certains qui s'intéressent par exemple à une autre pratique comme par exemple le dumping avec l'adoption en 2003 du code communautaire anti-dumping donc au niveau de l'UEMOA. Pratiquement c'est un code anti-dumping qui reprend pratiquement l'essentiel des dispositions donc de l'accord sur la mise en œuvre donc qui a été adopté en 1994 par le mondial du commerce. Et là nous allons voir les dispositions, qu'est-ce qu'on entend maintenant par un produit, quand est-ce qu'un produit est considéré comme anti-dumping. Donc, on avait dit donc, en ce qui concerne donc le règlement 2002 relatif aux pratiques donc anticoncurrentielles, il y a donc en application par exemple
de l'article 88 du traité de l'UEMOA, selon donc l'article 2, constituent donc des pratiques anticoncurrentielles, celles qui sont visées aux articles 3, 4, 5 et 6 sur-dessus de l'article. Alors, là, les ententes anticoncurrentielles sont prévues au niveau donc de l'article 3 du règlement 2002 portant donc des pratiques sur les pratiques anticoncurrentielles dans donc l'espace UEMOA. Alors donc, selon donc au terme donc de l'article 3, sont incompatibles avec le marché commun et interdit tout accord entre entreprises, décision d'association d'entreprises et pratiques concertées entre entreprises ayant pour objet et pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'Union, et notamment ce qui consiste en des accords limitant l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises. Des entreprises, dans le cadre des ententes, au moins il faut 2 entreprises. Ils peuvent s'entendre pour limiter l'accès au marché. Et cela est interdit. Par exemple, les entreprises qui sont dans un marché bien déterminé peuvent collaborer, se concerter lorsqu'il y a un concurrent qui voudrait entrer dans ce marché et essayer donc de l'interdire en faisant des manœuvres qui vont en tout cas empêcher au concurrent donc d'entrer. Donc ici donc, en quelque sorte ici, il y a l'accès donc, limitation, la restriction dans le cadre de l'accès du marché. Des accords par exemple visant directement ou indirectement le prix, à contrôler le prix de vente et de manière générale à faire obstacle à la fixation des prix. Des répartitions des marchés ou des sources d'approvisionnement. Il y a la limitation ou des contrôles de production, des discriminations entre partenaires commerciaux. Voilà entre autres quelques donc pratiques qui sont considérées comme quelques ententes qui sont prohibées par l'UEMOA. L'article 2 nous dit, pour ce qui est donc de l'abus de position dominante, parce que là également, ce n'est pas l'entente en tant que telle qui est interdite, mais c'est lorsque l'entente vise à soit limiter l'accès au marché, ou vise les prix, ou également essaie maintenant d'empêcher, de pousser à un concurrent de sortir du marché. Dans tous les cas, mais les entreprises, rien n'empêche à 2 ou plusieurs entreprises de s'entendre. Lorsque par exemple, cette entente n'a pas pour objet de faire mal à un concurrent, d'éliminer un concurrent. Donc, maintenant, ce qui est également de la position dominante. Rien n'interdit à une entreprise d'occuper une position dominante. Et d'ailleurs, ce que chaque entreprise essaie d'avoir. Mais ce qui est interdit, c'est le fait d'abuser. Comme vous le savez, en droit, tout abus est interdit, tout abus est nuisible. Ça, tout le monde le sait. Donc ici, c'est le fait d'abuser de votre position dominante, compte tenu maintenant de la situation que vous occupez et vous profitez maintenant de cette situation-là. Maintenant, pour savoir qu'une entreprise maintenant occupe une position dominante, il y a beaucoup de critères d'appréciation qui sont mis en place. Notamment, regardez d'abord la part de marché, l'entreprise, mais également le nombre de produits qui est vendu par rapport maintenant aux concurrents, en comparaison maintenant aux concurrents. Vous savez, si nous prenons exemple aujourd'hui de ce qui se passe au Sénégal, nous avons vu il y a juste une semaine, les Sénégalais se sont levés un bon matin, ils ont vu que Orange a augmenté, non seulement augmenté les prix des Illimix habituels, mais également a diminué le nombre de gigas et le nombre de minutes. Alors, pourtant, il y a des concurrents, parce qu'il y a Free ici, il y a Expresso. Mais pourquoi Orange? Parce que c'est compte tenu de sa position. Parce que Orange se rend compte tenu de sa position, elle est pratiquement le seul opérateur qui a un bon réseau au Sénégal. Si Orange savait, par exemple, que les autres opérateurs, ils avaient le même réseau que lui, par exemple ici, quand vous regardez les tarifs qui sont fixés par Free ou Expresso, c'est trop abordable. C'est plus important
que les tarifs proposés même avant à Orange. Mais Orange, c'est, compte tenu de sa position, que son réseau, pratiquement, il couvre l'ensemble du territoire sénégalais, mais également, il a le plus bon réseau. Donc, même si également vous achetez également une puce de connexion Free ou Expresso, quand vous êtes dans certains endroits du Sénégal, vous ne pouvez pas avoir l'accès, vous n'allez pas avoir un bon réseau. D'ailleurs, même un réseau, vous n'allez pas l'avoir. Donc ça ne servira à rien. Même si on disait que c'était gratuit, vous ne pouvez pas parce que tout simplement, vous n'allez pas avoir de réseau. De ce qui fait que donc, certains Sénégalais ou beaucoup de Sénégalais sont obligés, malgré l'augmentation des tarifs, malgré l'augmentation des prix, de rester fidèles à Orange. Parce que tout simplement, c'est par rapport à sa position. Certes, elle n'a pas le monopole. Orange n'a pas le monopole maintenant en matière de téléphonie au Sénégal. Mais compte tenu de sa position, donc, elle peut maintenant abuser. Et ce qu'elle est en train de faire en ce moment, elle est en train d'abuser de sa position. Parce qu'encore une fois, si elle avait, les autres opérateurs avaient de bons réseaux comme Orange, aujourd'hui, les Sénégalais n'allaient même pas se fatiguer à demander de boycotter quoi que ce soit. Ils allaient juste se lever, aller essayer maintenant de s'abonner dans les autres opérateurs, auprès des autres opérateurs. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Donc, nous attendons en tout cas à ce que la Commission nationale de concurrence, les autorités internes qui sont chargées de contrôler ces pratiques-là, la concurrence, également de certaines pratiques qui sont prohibées, de leur réaction. Nous attendons de réaction aussi parce que là également, le consommateur, c'est vrai que quand on dit que la concurrence, souvent c'est entre opérateurs économiques. Non, parfois une concurrence, une pratique peut aller à l'encontre des intérêts des consommateurs. C'est ce qui se passe actuellement avec l'augmentation de ces prix-là. Ça n'arrange pas les consommateurs. Et les consommateurs, malheureusement également, beaucoup ne peuvent pas abandonner pour le moment Orange pour aller dans les autres. Parce que si vous allez là-bas, vous n'allez pas avoir de réseau si vous vous trouvez dans certains endroits du Sénégal. Donc ça ne servira absolument à rien. Donc, au niveau donc de l'article 3, de l'article 4 plutôt, du règlement, on a dit ici, incompatible avec le marché et interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie significative de celui-ci. Orange, l'exemple est là. Donc sont frappés de la même interdiction les pratiques assimilables à l'exploitation abusive d'une position dominante, mise en œuvre par une ou plusieurs entreprises. Donc constituent une pratique assimilable à un abus de position dominante, les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante détenue par une ou plusieurs entreprises ayant comme conséquence d'entraver de manière significative une concurrence effective à l'intérieur du marché. Alors, les pratiques abusives peuvent notamment consister à imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables. Regardez ce qui se passe avec Orange. On peut prendre ça comme exemple. À limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs. D'appliquer à l'égard des partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes. Là, c'est un peu dans le cadre de la discrimination qu'on veut aborder ici. Donc, subordonner la conclusion de contrat à l'acceptation par les partenaires de prestations supplémentaires. Par exemple, comme on l'a dit, les ventes liées ou des ventes conduites imposées, par exemple, le fait de refuser de vendre. Par exemple, ou bien la rupture commerciale lorsque le concurrent refuse d'accepter des conditions normalement qui ne font pas partie des conditions légales. Donc, par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, le consommateur ou le client ne peut pas trouver l'équivalent ailleurs. Il est obligé de passer par vous pour avoir le produit. Donc, l'entreprise peut profiter de cette situation pour lui imposer des conditions.
dire que pour acheter par exemple, nous n'allons pas vendre un seul produit. Il faut acheter au moins deux produits. Ou bien si on va vous vendre, il faudra également acheter un autre produit. Et si le client ne peut pas trouver l'équivalent ailleurs et il en a besoin, il sera obligé de respecter cela. Donc là, le droit de la concurrence vient essayer maintenant prohiber ça et vient même sanctionner donc l'entreprise qui va se comporter ainsi. Donc profiter donc de sa position pour essayer maintenant de fixer les paris ou bien d'imposer des conditions qui dans l'ordre normal ne devraient pas être donc des conditions qui sont complètement qui sont interdites par la loi. Voilà donc quelques donc éléments que nous allons que nous devrions voir à travers donc cette partie. Donc les aides des États également, nous l'avions dit également, c'est le même le même règlement qui il est. Alors là également, par l'application des dispositions de l'article 88 du traité de l'UEMOA sont incompatibles avec le marché commun et interdites les aides accordées par les États ou au moins de ressources d'État sous quelque forme que ce soit lorsqu'elles faussent ou sont susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certains producteurs ou certaines productions. Là également, parce que pour concurrencer quelqu'un, faudrait-il au moins avoir des moyens équivalents. Donc si l'État subventionne, l'État aide certaines entreprises, laissant de côté d'autres, ces entreprises qui ont reçu de l'aide de l'État, on ne pourra pas les concurrencer. Parce que plus j'ai des moyens, plus je peux faire de grandes choses, plus je peux faire des innovations, je veux inventer des choses, je veux étendre ma production, donc vous ne pourrez plus après me concurrencer. Donc ce qui fait que également, au niveau de l'UEMOA également, on interdit aux États de pouvoir le faire. Lorsque cette aide-là, c'est pour favoriser une partie des entreprises au détriment des autres, ou bien une production au détriment d'une autre production. Donc cela également est extrêmement important à rappeler. Donc les ententes, nous avons vu, qu'est-ce qu'on entend ici par donc c'est une entente illicite. Quels sont les cas d'entente illicite? L'abus de position dominante également, nous l'avons vu, ce n'est pas le fait d'occuper une position dominante en réalité qui est interdite, mais c'est le fait d'abuser de cette position qui est interdite. Donc, les aides également des États, lorsqu'elles viennent fausser le libre jeu de la concurrence également. Parce que dans le cadre de la concurrence, en réalité, c'est le fait d'assainir le marché, d'assainir la concurrence. La loi dit, les entreprises, allez, faites la compétition entre vous, faites la concurrence entre vous. Mais attention, il faudra respecter les règles du jeu. C'est un jeu qu'ils font. Ça qu'on va essayer de quoi? D'attirer le maximum de clients et de les fidéliser. Ça qu'on va essayer de le faire. Mais dans le cadre maintenant de cette pratique, vous ne devez pas utiliser des moyens qui sont contraires à la loi, des pratiques qui sont interdites, des pratiques qui sont considérées comme étant déloyales. Donc c'est comme si vous avez triché. Vous avez le droit d'attirer la clientèle de votre concurrent et de fidéliser cette clientèle. Mais ce qu'on interdit, c'est d'essayer maintenant d'utiliser certaines pratiques qui sont immorales, qui ne respectent pas la morale commerciale, qui sont des pratiques qui sont interdites. Donc quand on laisse le libre jeu, ça ne veut pas dire que cette liberté de concurrence, elle est absolue. C'est comme la liberté contractuelle posée par l'article 42 du COCC, qui dit libre de contracter ou de ne pas contracter. Mais attention, cette liberté, elle est encadrée parce que vous devez prendre en compte l'ordre public et les bonnes mœurs. Là également, cette liberté qui a été accordée aux opérateurs économiques doit respecter les normes qui sont imposées, par
par les dispositions réglementant donc la concurrence. Parce que sinon, les grandes entreprises vont noyer toutes les petites entreprises. Comme encore une fois, cette liberté de concurrence, cette réglementation en réalité, c'est essayer de garantir une concurrence saine et loyale. C'est pour essayer maintenant de permettre à chaque acteur, quels que soient vos moyens, de pouvoir exercer votre activité, de pouvoir entrer dans un marché et de pouvoir également exercer votre activité convenablement sans être donc inquiété. Mais si on laissait le terrain sans contrôler, sans faire des interdictions, les petites entreprises ne pourront pas survivre, ne pourront d'ailleurs même pas prendre, être naître avant même de parler de vivre. Donc, c'est ce qui fait que donc, la réglementation, le fait d'interdire certaines pratiques, c'est extrêmement important. C'est extrêmement donc important. Tout à l'heure, nous avions parlé également du code anti-dumping, de code communautaire anti-dumping de l'UEMOA, qui reprend l'essentiel des dispositions donc au niveau de l'OMC. Par exemple, on a au niveau de l'OMC, il y a un accord sur la mise en œuvre de l'article 6 de l'accord généralisé sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. Au niveau donc de l'article 2 de cet accord, qui porte donc sur la détermination de l'existence d'un dumping. Alors on va voir ici maintenant qu'est-ce qu'on entend par un produit, quand est-ce qu'un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping. Donc si nous regardons donc cet article 2 donc de l'accord sur la mise en œuvre de l'article 6, donc sur la mise en œuvre de l'article 6 de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, nous dit donc, au fin du présent accord, un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un dumping, c'est-à-dire comme étant introduit sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à sa valeur nominale, si le prix à l'exportation de ce produit, lorsqu'il est exporté d'un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au coût d'opération commerciale normale pour le même produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur. Voyons maintenant au niveau donc de l'UEMOA. De l'UEMOA, donc, on a dit en 2003, il y a eu l'adoption d'un code communautaire anti-dumping qui également détermine c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend, précise donc ce qu'on entend par un produit considéré comme faisant l'objet d'anti-dumping. Donc l'article 2 de ce code communautaire anti-dumping de l'UEMOA de 2003 dispose donc un produit importé d'un pays tiers est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsqu'il est introduit sur le territoire de l'Union à un prix inférieur à sa valeur normale correspondant au prix comparable pratiqué lors des opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur. C'est vrai que depuis quelque temps, beaucoup considèrent, estiment que Auchan, au Sénégal ici, est en train de faire ce qu'on appelle le dumping. Parce qu'ils estiment donc la diminution du prix a dépassé en tout cas le seuil donc qui est autorisé. Maintenant, pour savoir effectivement si Auchan fait donc ce qu'on appelle pratique le dumping, il faudra maintenant se référer à la définition donnée par l'article 2 du code anti-dumping de l'UEMOA de 2003 pour voir effectivement si c'est le cas ou pas. Donc il faudra maintenant essayer de faire d'apprécier conformément donc aux conditions qui sont posées. Parce qu'on a dit ici donc un prix inférieur sur le territoire lorsque le prix est inférieur à sa valeur normale correspondant au prix. Donc si nous prenons l'exemple
par exemple, un produit qui quitte la France, il est venu, il est revendu au Sénégal. Alors que le même produit ou le produit similaire est vendu à un prix inférieur en France. Donc on fabrique un téléphone portable en France. Le même l'exportateur, le fabricant se trouve en France. On vend ce produit, par exemple, ce téléphone portable, par exemple, à 50 000 francs en France. Le même produit, on l'exporte au Sénégal ici. Et on va le vendre, par exemple, à un prix donc, qui est inférieur au prix normalement appliqué pour le même produit ou le produit similaire en France. Par exemple, venir vendre le produit ici, au lieu de le vendre. Parce que normalement, quand vous faites quitter le produit en France, ici, il y a des frais. Il y a des frais, le transport, etc. Normalement, pour que le client, le vendeur puisse s'en sortir, puisque le prix, il est vendu normalement là-bas à 50 000 francs, il devait au moins vendre à 55 000 francs ou à 60 000 francs. Mais s'il vient vendre le même produit à 40 000 francs, là, on peut considérer ça comme étant en train de pratiquer ce qu'on appelle le dumping. C'est ça un peu qu'on a voulu, que l'IEMOA a précisé à ce niveau. Donc, il y a donc beaucoup de textes en la matière. Alors maintenant, pour les organes de contrôle du droit de la concurrence, on avait dit ici, le contrôle se fait à deux niveaux. Il y a un contrôle interne et il y a un contrôle également qui se fait sur le plan communautaire. Sur le plan communautaire, par exemple au Sénégal, nous avons une commission nationale, il y a des structures nationales dans chaque pays membre de l'IEMOA. Au niveau communautaire, par exemple, il y a un contrôle administratif, il y a un contrôle également juridictionnel. Donc ici également, nous avons des juridictions de droit commun qu'on peut saisir lorsqu'il y a des pratiques anticoncurrentielles ou bien des pratiques constitutives de concurrence déloyale. Mais il y a également une structure nationale qui essaie maintenant, qui peut prendre également un certain nombre de dispositions, un certain nombre il faut effectuer des contrôles, mener des enquêtes et également essayer maintenant de transmettre en collaboration, conformément donc à la directive de 2002 sur la coopération entre la commission de l'IEMOA et donc les structures nationales. Alors, ce qui fait que donc au niveau communautaire également, c'est la même chose. Il y a le conseil consultatif de la concurrence de l'IEMOA, en réalité qui ne donne que des avis consultatifs, qui ne peut pas prendre en principe des mesures, les sanctions. Donc, il y a également la commission maintenant de concurrence de l'IEMOA. Ensuite, il y a des organes juridictionnels. La Cour de justice de l'IEMOA également, qu'on peut saisir lorsque, par exemple, il y a un litige donc relatif à cette matière-là. Donc, il y a donc les organes administratifs de contrôle interne et des organes juridictionnels de contrôle interne. Au niveau communautaire également, il y a des organes administratifs de contrôle, il y a également des organes juridictionnels de contrôle. Alors, maintenant, à propos maintenant de la typologie des sanctions. La typologie des sanctions. Il peut y avoir la nullité. La nullité, c'est quoi? C'est l'autre, par exemple, cette sanction est surtout prononcée en matière d'entente et d'avis de position dominante. Donc, le droit IEMOA, au niveau de l'article 2 donc, du règlement 2002, pose le principe de la nullité de plein droit des pratiques anticoncurrentielles, quel soit donc le fait des entreprises ou le fait des États. Lorsque, par exemple, c'est une entente entre entreprises, ou bien lorsque c'est un abus de position dominante, ou lorsqu'il s'agit d'une aide de la part de l'État, ou des États plutôt. Donc ici, c'est au niveau donc, de cet article-là qu'on pose le principe de la nullité de plein droit lorsqu'il y a une pratique anticoncurrentielle, soit de la part des entreprises ou des États lorsqu'ils font des aides au profit d'autres entreprises alors que d'autres n'en ont pas. Il y a également autre typologie de sanctions
autre type de sanction, autant pour moi, ce sont les injonctions. Donc elles constituent donc une sanction de nature particulière, une sanction corrective à laquelle les juges ou les autorités de concurrence donc recourent assez souvent. Donc l'injonction peut avoir pour but de modifier les accords ayant permis la réalisation des infractions à la concurrence. Donc ce pouvoir d'injonction lui permet, n'est-ce pas, contrairement aux juges judiciaires, de contrôler efficacement le contenu des accords ayant effet anticoncurrentiel. Il y a également les amendes. Donc il y a la nullité, il y a les injonctions, mais il y a également les amendes. Elles sont prononcées contre les entreprises ayant pratiqué une pratique anticoncurrentielle. Et l'amende, souvent, c'est fixé donc, par les dispositions également réglementant donc, le droit de la concurrence dans l'espace IMOA. Il y a les dommages et intérêts également qui peuvent être un autre type de sanction. Elle permet donc de réparer le préjudice subi par les concurrents, les États ou toute personne victime de pratiques anticoncurrentielles. Donc on peut dédommager la victime. Et là également, on va appliquer les règles en matière de droit commun, en matière civile. Lorsqu'il y a un dommage et on apporte les preuves de l'existence du dommage, alors l'auteur du dommage, il pourra donc verser des dommages et intérêts à la victime, mais dont le montant pourra être fixé souverainement par le juge compte tenu de la perte qui a été subie par l'entreprise victime de cette concurrence, de cette pratique anticoncurrentielle. Il y a également, comme type de sanction, les peines d'emprisonnement. Les peines d'emprisonnement. Cette sanction est relativement rare en droit communautaire, mais plus courante en droit interne, surtout pour les sanctions des pratiques restrictives. Il y a également des peines complémentaires. Ces peines complémentaires peuvent être prononcées, par exemple, la confiscation au profit de l'État ou de tout ou partie des marchandises saisies, la fermeture définitive du fonds de commerce ou de l'établissement, ça peut être une peine complémentaire, la publication des décisions rendues dans un journal d'annonce légale ou par tout autre procédé d'affichage, les mesures conservatoires. Alors, donc, à propos maintenant des mesures conservatoires, il faut préciser là-bas que la législation IMOA prévoit, dans certains cas, la prise des mesures provisoires lorsqu'une pratique dénoncée porte atteinte grave, irréparable et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé ou à l'intérêt des consommateurs ou des concurrents. Donc, référence article 5 du règlement numéro 3/2002 qui prévoit donc les mesures conservatoires. Voyez donc, le législateur national ou communautaire n'a pas laissé donc aux opérateurs la liberté de faire ce qu'ils veulent. On leur demande de faire une concurrence, de se concurrencer, de faire la concurrence entre eux, d'entrer dans la liberté d'entrer dans le marché, de pratiquer les prix comme ils veulent, de vendre, de mener une activité qu'ils voudront, mais il faudra respecter ces pratiques. Donc ici, les législateurs sénégalais et moi ne sont pas limités juste à poser un cadre général, à lister des pratiques qui sont interdites, qui sont prohibées, mais également ils ont prévu des sanctions. On avait dit donc ici, on a vu les sanctions, c'est une variété de sanctions. Il y a la nullité, il y a les peines d'emprisonnement, il y a les amendes, il y a des dommages et intérêts, il y a également des peines complémentaires qui également peuvent donc intervenir. Alors, mais
il y a également d'autres pratiques qui sont constitutives, donc ce qu'on appelle des pratiques constitutives de concurrence déloyale. Il en est ainsi par exemple de la confusion. Elle peut être réalisée par plusieurs moyens. Limitation d'enseignes, de nom commercial, de produits. Là, ça crée une confusion auprès des consommateurs. Vous utilisez le même nom commercial, ça crée une confusion. Vous utilisez le même enseigne, ça fait la confusion. C'est ce qui fait que donc quand une entreprise est créée, ils ont choisi un nom commercial. Aucune autre entreprise n'a le droit d'utiliser le même nom commercial dans le même endroit. Parce qu'en général, pour parler de concurrence, il faut d'abord en général occuper le même, être dans le même marché. Et ici, le mot central ici, c'est le mot client. Parce que ici, quand les entreprises font des concurrents en général, c'est ça qu'on va essayer maintenant d'attirer le maximum de clients. Par exemple, je suis le premier à être installé ici. Quand il y a un concurrent qui vient, forcément, il va essayer maintenant d'attirer les clients qui venaient s'approvisionner chez moi. Maintenant, celui qui vient s'installer nouvellement, il a le droit de pouvoir attirer les clients de l'autre. Mais attention, il faudra maintenant utiliser les moyens légaux, les moyens donc loyaux pour pouvoir, etc. pour respecter donc la réglementation en quelque sorte. Donc également, ça peut être également le produit également, utiliser la même marque, etc. Mais dans tous les cas, la confusion, celui qui est à l'origine de la confusion, ce dernier-là, il pourra donc être sanctionné comme étant donc un concurrent qui a utilisé des pratiques déloyales. Le dénigrement. C'est quoi le dénigrement? C'est une pratique qui consiste donc à jeter publiquement le discrédit sur la personnalité, les produits et services, le fonctionnement, le personnel et les méthodes commerciales du concurrent dans le but de le nuire. Donc, si c'était en matière pénale, on allait parler par exemple de la diffamation. Par exemple, le fait de dire des choses qui ne sont pas fondées sur la réputation en vue de nuire ou en vue de ternir l'image d'une personne. Mais là également, un concurrent peut dénigrer son concurrent. Une entreprise peut dénigrer donc l'entreprise concurrente en vue en tout cas de pouvoir attirer ses clients. Donc on a dit ici le dénigrement, c'est le fait de jeter donc discrédit publiquement sur les produits ou les services, le fonctionnement, le personnel, etc. Donc là également, c'est interdit. Vous avez encore une fois le droit de pouvoir attirer les clients des autres, les consommateurs, la clientèle des autres, mais attention, il ne faudra pas essayer de pouvoir donc le faire de façon déloyale. La désorganisation du concurrent, qui consiste par exemple qui se traduit par le débauchage du personnel, le détournement de commandes du concurrent, le détournement des fichiers de l'entreprise du concurrent, etc. Là également, votre concurrent, il a un personnel. Rien n'interdit à un concurrent de débaucher, de recruter les employés, les salariés de son concurrent. Mais attention, si ce recrutement, c'est en vue d'éliminer votre concurrent, c'est en vue de faire mal à votre concurrent, également là maintenant, comment on va apprécier maintenant cela? C'est lorsque par exemple, on se rend compte que vous avez recruté ces personnes-là, c'est pour perturber, c'est pour désorganiser votre concurrent. Imaginez une entreprise par exemple qui a 20 salariés, 20 employés, mais parmi ces 20, il y a ce qu'on appelle il y a 10 employés qui sont indispensables à l'entreprise, aux concurrents. Si ces 10-là quittent en même temps, l'entreprise risque de tomber, risque d'aller en ruine. Maintenant, si le concurrent se rend compte de ça, il peut aller voir
ces employés-là, combien on vous paye? Par exemple, on nous paye 1 million par mois. Je vous propose le double. Ah, ces employés-là également, ils veulent avoir un salaire minimum. Non seulement ils disent j'augmente votre salaire, je double votre salaire, mais je vous donne d'autres avantages supplémentaires. Donc ces entreprises, ces employés, ils ne vont pas hésiter à quitter pour aller dans l'autre entreprise. Mais donc, cela également, c'est toujours, lorsque maintenant le concurrent estime que ça constitue donc, l'acte c'est pour désorganiser son entreprise, il faudra maintenant qu'il apporte les preuves. Parce qu'il va introduire ce qu'on appelle une action en concurrence déloyale. Il faudra maintenant apporter, et le juge maintenant va apprécier les éléments pour voir maintenant effectivement s'il y a une concurrence déloyale ou pas. Il y a également une autre pratique déloyale, c'est le parasitisme. Le parasitisme. C'est la situation d'une entreprise qui se comporte en parasite à l'égard d'une autre entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise vit dans l'ombre de celle-ci et profite de ses efforts et de sa notoriété. Quand l'entreprise est incapable de faire des innovations, quand une entreprise est capable de faire une innovation, incapable d'avancer sans... En quelque sorte, le parasitisme, c'est quelqu'un qui triche. On peut le qualifier comme un tricheur. Comme quelqu'un qui est incapable de vivre avec ses propres moyens. Donc il faut essayer de faire ce que l'autre entreprise fait pour essayer maintenant de pouvoir survivre, de pouvoir continuer à vivre. Donc l'autre, il a fait une innovation, j'essaie de faire la même chose. Il a fait quelque chose, j'essaie de limiter. Donc l'entreprise parasitaire également, donc c'est une entreprise donc en réalité qui vit au-dessous, sinon au dépend d'une autre entreprise ou des autres entreprises. Donc le parasitisme est une pratique déloyale parce que vous êtes en train de concurrencer les autres, mais en utilisant ce qu'ils font, en faisant ce qu'ils font. Donc cela également est introduit. Donc pour ce qui est maintenant, ici, pour saisir maintenant par exemple le concurrent qui estime être victime d'une concurrence anticoncurrentielle, d'une pratique anticoncurrentielle ou déloyale, il a deux options. Soit de saisir les organes administratifs ou les organes juridictionnels. Mais dans tous les cas, pour ce qui concerne par exemple l'action en concurrence déloyale devant le juge, il faudra apporter les moyens de preuve. C'est comme la règle en droit commun, nemo auditur. C'est-à-dire, la charge de la preuve incombe au demandeur. Ici également, c'est la personne, l'entreprise qui estime être victime d'une pratique anticoncurrentielle qui doit apporter la preuve. Et le juge maintenant va apprécier pour voir effectivement si cela constitue une pratique conformément, parce qu'il vous dit par exemple c'est une concurrence, l'entreprise est en train d'abuser de sa position dominante. On va apprécier conformément au règlement 2002 sur les pratiques anticoncurrentielles. Si également vous estimez qu'il y a deux entreprises qui se sont entendues, qui se sont concertées, qui ont trouvé un accord en vue de vous porter, un préjudice, il faudra également apporter les éléments de cette entente-là, etc. Parce que l'entente, elle peut être tacite ou peut être expresse, c'est-à-dire à travers donc, une convention écrite. Mais le juge également, il va aller apprécier cela conformément donc, aux dispositions du règlement 2002. Lorsque également vous estimez que vos concurrents ont obtenu une aide de la part de l'État, il faudra apporter également les éléments de preuve par rapport à cette situation. Lorsque maintenant on estime effectivement qu'il y a cette aide que l'État a accordée aux concurrents va fausser la concurrence, va fausser le libre jeu de la concurrence, alors dans ce cas, l'État pourra être sanctionné. Parce qu'également, on interdit aux États ou à un État de procéder ainsi. Lorsque également vous estimez maintenant être victime d'une entreprise qui abuse de sa position dominante,
là également, il faudra apporter maintenant les éléments. Quand le juge arrive à prouver effectivement vos allégations sont fondées, il faudra maintenant prendre, il prendra les sanctions qui conviendront selon donc la. Donc, la pratique, la concurrence, encore une fois, elle est bonne. Elle est bonne, elle doit être encouragée parce qu'encore une fois, plus il y a la concurrence, plus le consommateur il est satisfait. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent à lui. Il y a beaucoup d'offres qui se présentent à lui. Mais faudrait-il également que les consommateurs se rendent compte que comme dans le cas du droit de la consommation où ils sont protégés, mais dans le cadre également de la concurrence, lorsque des pratiques qui sont interdites sont en train d'être faites par les entreprises, les consommateurs, comme les gens également, lorsqu'ils sont victimes de ces pratiques anticoncurrentielles, ils peuvent également saisir les autorités compétentes, qu'il s'agisse des autorités administratives ou des autorités des organes juridictionnels. Donc, actuellement, beaucoup de consommateurs estiment, en matière de téléphonie, estiment être victimes d'un abus de position dominante, de la position dominante de Orange qui est en train d'abuser de sa position. Nous tous, nous sommes des abonnés à cet opérateur de téléphonie. Pour ne pas dire maintenant tous les Sénégalais. C'est vrai que maintenant beaucoup de Sénégalais n'ont plus pas beaucoup, mais des Sénégalais, il y en a, pour ne pas dire beaucoup de Sénégalais, parce qu'ils ne peuvent pas savoir le nom, mais il y a des Sénégalais qui n'ont plus une piste de connexion Orange. Mais d'autres, ils voudront bien quitter Orange, mais ils ne peuvent pas le faire. Je ne suis pas là en train de critiquer Orange. On est en train juste de parler des pratiques. Et actuellement, Orange, ce qu'elle est en train de faire, on peut considérer ça comme un abus de position dominante. Parce que si elle était seule, on pourrait dire que bon, puisqu'elle est seule, donc le consommateur n'a pas une autre option. Évidemment, nous avons d'autres options. Parce que nous avons deux autres opérateurs de téléphonie au Sénégal. Mais malheureusement, même si on va danser au niveau de ces opérateurs, leurs offres sont intéressantes, les avantages sont là, mais malheureusement, on ne pourra pas utiliser les produits. Parce qu'il nous faut un bon réseau. Et ce réseau-là, dans certains endroits, pour les autres opérateurs, vous n'allez pas en avoir. Donc, c'était juste quelques éléments que nous voudrions en tout cas partager avec vous à travers donc, ce thème portant sur les pratiques interdites en droit de la concurrence. Donc nous sommes revenus sur quelques pratiques, et pas toutes les pratiques qui sont interdites. Nous n'avons pas également développé en profondeur chaque pratique, mais c'était juste une piste de réflexion pour essayer également de vous dire qu'il y a une réglementation, que c'est intéressant également que les consommateurs, les entreprises également s'approprient de ces documents parce que c'est là, ça c'est pour les produits. Parce que quand vous estimez que vous êtes victime d'une concurrence déloyale, d'une pratique anticoncurrentielle, il faut donc voir ce que la loi a prévu dans de telles hypothèses. Également, les consommateurs, lorsque vous estimez être victime d'une pratique anticoncurrentielle, d'une pratique déloyale, donc là également, il faudra essayer de voir qu'est-ce que la loi a prévu en pareil. Donc le problème, comme nous l'avions dit dans le cadre du premier thème que nous avions abordé, ce n'est pas la réglementation qui fait défaut en général, mais c'est la connaissance de cette réglementation auprès des consommateurs, auprès des personnes, en tout cas à qui cette réglementation est profitable, qui pose problème. Donc c'est ce qui fait donc il faut faire un effort dans ce sens. Comme souvent on le dit, il ne faut pas attendre que l'information vienne en vous, mais essayez vous-même d'aller vers l'information. Donc nous avons essayé de donner des pistes donc de réflexion. Maintenant, peut-être à vous de pouvoir également approfondir en se procurant de ces documents, de ces différents règlements de l'UEMOA, de la loi de 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique au Sénégal, le code
communautaire anti-dumping, etc. Donc c'est des documents que vous pouvez trouver sur l'internet. Vous pouvez les télécharger et c'est maintenant de lire pour avoir une idée plus approfondie par rapport à ça. Nous allons donc mettre fin à cette présentation, tout en espérant que nous nous sommes fait comprendre. C'est vrai que peut-être si c'était un débat où on pouvait nous poser directement des questions, ça allait nous permettre également de revenir peut-être sur certains éléments que nous n'avons pas abordés. Mais nous restons toujours disponibles. Vous pouvez poser des questions à travers vos commentaires. Nous n'allons pas en tout cas hésiter, quand le temps nous le permettra, de répondre à vos inquiétudes. Donc également, à tout moment également, vous pouvez nous poser des questions relatives au droit. Si ça entre dans notre domaine, si nous connaissons également les réponses, nous n'allons pas également hésiter à vous répondre. Donc c'était juste donc une brève présentation sur les pratiques interdites en droit de la concurrence. Donc nous vous remercions et nous espérons que nous allons nous retrouver bientôt pour débattre également sur un autre thème de droit. Donc merci et bonne soirée à tout le monde.